Quelle fin de match incroyable! On n'a jamais vu ça, lui! Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui! Bonsoir à tous, déjà le 25e numéro de 13 à table, et oui 25 déjà, ça fait un petit moment qu'on est là. Idriss est là pour m'accompagner ce soir. Idriss, bonsoir. Shalom, salam, salut. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ouais, comité un peu plus réduit ce soir. Les équipes sont au repos, hein, c'est comme les équipes sur le terrain, il y a des joueurs qui doivent se reposer de temps en temps, bah nous aussi. L'équipe a besoin de se reposer, mais il n'empêche qu'on a un super invité ce soir, l'entraîneur de Carpentras, Jérôme Alonso est avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir Idriss, bonsoir tout le monde. Alors, programme intéressant, on va revenir sur la 20e journée d'Élite 2. Il y a eu que 5 matchs, que 5 matchs, pardon, parce qu'il y a tout le monde fait forfait, mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes. On reviendra évidemment sur l'Élite 1, où tous ceux qui ont suivi mes pronostics et ont parié tout à domicile ont eu raison. On reviendra aussi sur les Dragons, le Théo, un petit peu de NRL avec les top et flop d'Idriss, et puis on aura un petit débat aussi. La Super League, est-ce qu'elle a un tournant avec ces équipes qui veulent rentrer, ces équipes qui sont déjà là, les déclarations du patron de la Super League, tout ça, on fera un petit point là-dessus et on finira avec l'interview de Jérôme. Allez, on commence dans le vif du sujet, Ligue 2, et on va commencer évidemment avec le match qui te concernait, Jérôme. Courte défaite face à Bao. Vous étiez à 6 points à quelques minutes de la fin. Quelle analyse tu fais du match? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette rencontre? Ben, l'analyse est simple, c'est l'équipe qui a fait le moins de fautes qui l'a emporté. Nous, je pense qu'on a fait beaucoup trop de fautes individuelles, autant en attaque qu'en défense, pour pouvoir espérer gagner contre une très belle équipe de Bao. Maintenant, on est venu mourir à 10 points, c'est pas beaucoup. On aurait pu revenir même à égalité à 5 minutes de la fin. Donc, je pense que c'est de bon augure quand même pour la fin de saison. Ouais, mais globalement, alors quelques erreurs, mais est-ce que tu es satisfait quand même de ce qu'a fait les joueurs qui étaient alignés? Oui, je suis satisfait on est satisfait bien sûr avec Gaël de l'investissement qu'ont mis les joueurs parce que, comme je peux répéter aux journalistes locaux, contrairement à des équipes comme Villegayen et Bao, nous on est un effectif très très restreint. Donc on joue quasiment tous les week-ends avec les mêmes joueurs. Et là, enchaîner Villegayen et Bao en 7 jours d'intervalle, c'était très compliqué pour nous. Mais les joueurs ont fait preuve d'une vaillance hors norme, d'un cœur énorme. Et comme je te dis, ça aurait pu mieux se passer pour nous. Mais déjà, on prend un point de bonus. C'est déjà bien, sachant que Carpentras, depuis quelques années, subissait de gros revers à Bao. On a remédié à ça et on espère, pourquoi pas, avoir notre belle en phase finale. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Là, Pierre, vous y repassez devant. C'est possible, du coup, en étant quatrième et en gagnant votre barrage, que vous retrouviez Bao en demi-finale. Donc, ça peut être assez rapide, quoi. Voilà, oui, oui, exactement. Oui. Voilà, il faut attendre les résultats de la fin Des de deux championnat. dernières journées. Ouais, c'est ça. Donc, moi, bon, pour moi, j'espère qu'on gagnera les 2 matchs qui nous restent. Maintenant, comme je suis quand même vauclusien depuis 20 ans, j'espère que mes amis antrigois vont se qualifier. Et c'est pour ça, pour assurer leur qualification, il faudrait qu'ils battent Pia dimanche. Ouais. Donc, du coup, ça vous aiderait, un petit peu. Allez, on reparlera évidemment beaucoup plus de Carpentras tout à l'heure, mais on va revenir sur les autres matchs. Justement, Pia qui bat Lyon 50 à 26, une belle résistance des joueurs de Lyon, mais voilà, Pia a fait la différence. L'Escure qui bat 64 à 24 Villeneuve-Villermoz. Villeneuve-Villermoz, on sait que c'est un peu en difficulté cette fin de saison. Ouais. Donc, bon, pas vraiment une surprise. Entraigues qui bat Salon 66 à 14. Vous pouvez lire l'analyse de Rachid Amraoui, le coach de Salon, qui est très intéressante et très pertinente, comme souvent, sur son équipe, qui est joueuse. Alors, toi, tu les as jouées, Jérôme. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé un peu de cette équipe de Salon? Alors, un peu ce que le constat que fait Rachid, c'est qu'il a une équipe avec pas mal de talent. Il cite notamment Benjamin Laguerre derrière. Mais voilà, il manque un peu de monde devant, il manque un peu de constance, un peu de poids pour pouvoir tenir sur la durée et que ce talent soit mis en valeur, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, je me souviens bien au match aller où c'était le 3 ou 4e match de la saison. On avait eu beaucoup de difficultés à s'imposer à Salon, puisque nous, on avait, je pense, par manque un peu de respect de l'adversaire, on avait bafoué notre rugby. Ils nous avaient démontré pendant 50 minutes
qu'ils étaient capables de nous tenir tête. Et après, c'est vrai que physiquement, ils avaient plongé en fin de seconde mi-temps. On était arrivé à l'emporter. Au match retour, en effet, comme le dit l'entraîneur, ils sont venus avec une équipe très très jeune. Ils étaient seulement 14, je crois, sur la feuille de match. Donc ça avait été plus compliqué pour eux. Voilà, on sait que c'est une équipe qui a manqué d'effectifs. Mais par contre, oui, ils ont une très très bonne équipe junior. Ils ont de très bons jeunes, une bonne équipe cadet. Donc c'est un club quand même qui, je pense, a de l'avenir. Ouais, c'est un club qui a de l'avenir. Après, je pense que Idriss, on est tous d'accord pour Salon. Aujourd'hui, ça va être de réussir à garder les jeunes. Mais alors, c'est compliqué parce que forcément, il y a des sollicitations. Je crois que d'ailleurs, Benjamin Laguerre, Rachid Amouraoui parlait du Théo éventuellement, centre de formation. C'est un peu ça l'enjeu pour Salon Idriss. Parce qu'il y a des bons jeunes, mais il faut les garder et il manque un peu de poids. C'est ça manque un peu de poids, ça manque un petit peu d'expérience. Hein. Rachid Amraoui l'a dit lui-même dans l'interview, son leader un peu technique, il a à peine 17 ans, Benjamin Laguerre. Donc quand c'est un jeune qui dirige le jeu comme ça et qui a un manque d'expérience, c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut espérer que voilà, ils arrivent à garder un maximum de jeunes et pourquoi pas à attirer 2-3 joueurs un petit peu plus expérimentés, surtout devant. Et il y aurait de quoi faire quelque chose d'intéressant, à mon avis, d'ici 3-4 saisons. Mais en tout cas, oui, le vivier de jeunes, il est intéressant et c'est au positif pour l'avenir. Ouais, le pôle est un très bon pôle à Salon, on le rappelle. Et voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par là-bas, qui jouent maintenant en élite. En élite. Il y a notamment, forcément, Jérôme, quelqu'un que tu connais très bien, parce qu'il est dans ton effectif cette année, Anas, qui est passé par Salon et qui vous a fait une très grosse saison. Ah oui, tout à fait, oui, Anna, c'est une très très bonne recrue pour notre groupe. Il a donné entièrement satisfaction. Tout ce qu'on attendait de lui, il nous l'a apporté. Donc, c'est un garçon qui a encore une grosse marge de progression, je pense, puisqu'il est tout jeune. Mais déjà, rien que sur la saison qui vient de passer avec nous, il a encore plus progressé. Je pense que ça sera un bon joueur, voire un très bon joueur d'élite. Ouais. Et du coup, on enchaîne le dernier match, Villefranche. Villefranche qui bat Ferrals. Idriss, c'est un match important dans la course à la qualif. Du coup, Ferrals, c'est quasiment fini, quoi. C'est quasiment fini pour eux, oui. Le match à ne pas perdre, ils l'ont perdu. Donc ça va être compliqué et ça va être compliqué pour eux pour la suite. C'est tant mieux pour Villefranche aussi qui avait besoin de cette victoire et qui a fini par gagner quand même. Donc en tout cas, voilà, même si pour Ferral ça va être compliqué, il reste encore du suspense pour la dernière place qualificative et tant mieux pour le championnat. Pour les deux dernières, justement. Pour les deux dernières, oui. Lescure, Entraigues et Villefranche, 3 pour 2 places, j'ai envie de dire. Jérôme, si tu as un petit pronostic à faire toi, pour cette qualif. Moi, je souhaiterais avant tout que mon ami Julien arrive à qualifier Entraigues. Après, entre Villefranche et Lescure, franchement, je dirais Lescure parce que les deux entraîneurs sont des amis à moi et que je trouve qu'ils ont fait une saison plus régulière que Villefranche, même si Villefranche ont eu pas mal de soucis d'effectifs, d'entraîneurs et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, moi, je vois quand même sur la fin de saison et les matchs qui restent un petit avantage pour Entraigues, qui a un calendrier pour moi plus abordable. Après, Lescure, je ne peux pas dire qu'ils ont un calendrier défavorable, puisque ils vont à Pia et ils nous reçoivent. Donc, ouais. C'est pour eux. Ceux qui vont arbitrer la 3e place. Donc, voilà, c'est. Moi, j'espère que Entraigues va se qualifier. Et après, entre Lescure et Villefranche, que le meilleur l'emporte. Mais je pense quand même. Je donne un avantage quand même à Lescure et Entraigues. Ok, Idriss. Pareil, j'espère qu'Entraigues va se qualifier, hein, c'est la région, donc j'espère que voilà, ils se qualifieront et ça serait une bonne nouvelle pour eux et pour le rugby à 13 dans le Vaucluse. Et après, pour la 2e place, pour que le meilleur gagne, hein, comme a dit Jérôme, j'ai pas de préférence particulière là-dessus. Ouais, moi je pense que Lescure a fait effectivement, mais ça va être dur. Hein. Lescure, ils ont 2 gros matchs. Ça va pas être simple pour Lescure. Est-ce qu'une victoire suffira ça va être compliqué. Ça va être en tout cas intéressant. Et c'est sympa en tout cas d'avoir du suspense un peu à tous les étages. Pour la 3e place, entre Pia et Carpentras. Pour la première, Bao est bien parti, mais Villegayen peut toujours bien. C'est sympa d'avoir un peu de suspense à tous les étages en Elite 2. Bon, voilà, c'est une bonne chose en tout cas. Allez, on passe à l'Elite 1. L'Elite 1, c'était déjà la 16e journée. On approche aussi du terme. Comme je l'ai dit, il fallait jouer
les équipes à domicile, 5 matchs, 5 victoires à domicile. Saint-Estève, 13 Catalans qui bat 38-30 le Toulouse Olympique. Idriss, le Toulouse Olympique, qui continue de montrer qu'il y a des vrais progrès et que c'est un peu, alors c'est dans une autre mesure que Salon, mais c'est un peu de poids qui manque peut-être devant sur la durée de la saison, mais en tout cas, qui a vraiment beaucoup de talent. Il y a du talent, oui, ça on l'avait dit même en début de saison que du talent il y en avait. Maintenant, c'est une équipe qui est très 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 jeune. Fallait que ces jeunes ils prennent un petit peu la mesure de Ligue 1, qu'ils prennent un petit peu d'expérience. Ça commence à venir, ils finissent la saison de mieux en mieux. Je pense que c'est positif pour l'avenir. L'année prochaine et peut-être les années d'après avec les autres jeunes qui vont monter, qui vont pousser, ça pourrait être une équipe intéressante à suivre. Ça prend le temps, mais en tout cas, il va être compétitif, je pense, assez rapidement. Ouais, c'est ça. Et on sait en plus le budget est limité par rapport au Championship, donc c'est vrai que Oui. ça reste intéressant ce qu'ils arrivent à faire. Saint-Estève, c'est une équipe que vous avez joué il n'y a pas longtemps, Jérôme. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe que vous avez joué en coupe, en quart, si tu dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai pensé du bien, puisque, comme vient de dire Idriss, par rapport à Toulouse, c'est une équipe qui est quand même relativement jeune, excepté Ben Pomeroy et Johan Gouache qui font figure d'anciens. Les autres, c'est des jeunes joueurs. Je les ai trouvés très bons, mais après, au niveau de l'élite, je pense qu'il leur manquera certainement un peu de poids devant, justement, pour rivaliser contre les grosses cylindriques qui sont Carcassonne, Lézignan ou Limoux. Puisque nous, quand même, on leur a quand même tenu la dragée haute, même si je pense qu'ils ont pris le match un peu à la légère, on leur a tenu quand même la dragée haute pendant 60 minutes. Mais après, moi, je trouvais je me rappelle plus des noms, mais les deux ailiers et l'arrière vraiment très très intéressants. Brochon, Franco Ouais. et Ovi, peut-être. Ouais, ouais. donc très 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 intéressant ce trio de trois quarts là. C'est vraiment, ils ont du feu dans les jambes, ils ont toujours les bonnes courses, toujours les bonnes attitudes. Non, je pense que c'est une équipe qui peut sur une saison comme ça accrocher une demi, mais je les vois pas aller au bout. Ouais. Alors, c'est aussi, est-ce que je pense que on sera aussi tous d'accord pour le dire. Il y a, par exemple, il y avait Lucas Albert qui était venu jouer plusieurs matchs à un moment donné, qui avait fait beaucoup de bien, par exemple, et qui est reparti. Et qui a Arthur Romano aussi qui avait joué avec eux, qui a été appelé avec les Dragons. Et du coup, les blessés un peu chez les Dragons, il y en a peut-être plus que l'année dernière. Du coup, il y a peut-être un petit peu moins de joueurs à disposition, Idriss. Et du coup, forcément, ça se ressent. Ça se ressent, oui, ça se ressent surtout au niveau de ça se ressent, c'est clair, l'effectif, il va dire un petit peu plus resserré vu qu'il y en a de plus en plus qui sont amenés à monter en Super League et être moins présents pour l'élite. Donc du coup, voilà, l'effectif se nivelle, ça va être intéressant de voir comment ces jeunes vont se comporter sur la suite de la saison parce que maintenant c'est les responsabilités elles sont sur leurs épaules à eux. Il n'y a Ouais. plus un tel qui descend de la Super League ou un tel qui vient se remettre en forme en élite qui va nous aider sur ce match-là. Non, là, ça va être eux et uniquement eux qui ont les clés, on va dire, pour la suite de la saison. À part Arthur Mourgue et Paul Sigui qui ont joué beaucoup de matchs avec eux. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait plus d'expérience. L'effectif était à la base déjà plus âgé. Et en plus de ça, il y avait vraiment pas mal de joueurs qui avaient pu descendre du fait du peu de blessés qu'avaient eu les Dragons pardon, à ce moment donné de la saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avril, mai, tout ça, c'est le moment où les Dragons avaient vraiment remonté la pente l'an dernier et où tout l'effectif était présent. Donc pas mal de joueurs à disposition. On continue. Avignon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la phase retour de la phase retour parce que Avignon, il risque de manquer quelques points, mais ça fait encore une belle victoire 40-18 face à Saint-Gaudens. Avignon, bon, c'est pas très loin de Carpentras aussi, Jérôme, c'est une équipe que tu connais forcément. Tout le monde s'est un peu interrogé, alors je pose un peu la question toutes les semaines. Ils doivent se dire du côté d'Avignon, il nous saoule Nicolas de 13 mondial, mais comment cette équipe d'Avignon a pu être championne, si mal démarrer et si bien finir? Ben, je pense que déjà, la première chose, c'est la longue blessure de Florian Bissière, qui joue Joris. Joris Bissière, qui est le maître à jouer de cette équipe et qui leur a fait beaucoup défaut. Ensuite, je pense que les étrangers qu'ils avaient la saison dernière étaient un vrai plus pour Avignon et qui n'ont pas été remplacés par les mêmes étrangers. Et je pense aussi, la troisième chose, c'est que c'est un club, c'était leur premier titre champion de France. Et je pense qu'ils ont eu du mal à digérer ce titre et cette casquette de favoris en début de saison. Et c'est vrai que le début de saison catastrophique les a un peu plombés. Et le retour de Bissière et le retour de certains joueurs qui étaient en méforme peut-être en début de saison fait qu'ils font
une bonne fin de saison, mais qui risque de manquer quelques points pour accrocher la qualification. C'est ça. Le retour d'Arnaud aussi, qui a été suspendu du match. Oui, ça a été. Il a beaucoup apporté Arnaud à son retour. Ouais, Arnaud fait des gros matchs aussi. D'ailleurs, il est positionné à l'arrière là, régulièrement, alors qu'il jouait plutôt au centre la saison passée, ou à la charnière, mais il a joué aussi. Cette année, là, il est plus régulièrement aligné à l'arrière en fin de saison. Albi qui bat Carcassonne. Idriss, alors c'est une demi-surprise parce qu'évidemment Carcassonne est une grosse cylindrée, mais il y avait beaucoup d'absents à Carcassonne et Albi devait être gagné pour la qualif. Oui, les enjeux, c'était pas les mêmes pour les deux équipes. Pour Albi, c'était un match couperé. Il fallait absolument gagner s'il voulait maintenir des espoirs de qualification. Carcassonne, ils sont bien installés devant. Pour eux, la qualification, je pense que c'est déjà plié. Il y avait quelques blessés en plus de ça, donc ils ont, par la force des choses, un petit peu fait tourner. Donc oui, c'est une demi-surprise. C'est toujours une surprise de voir le premier perdre face à une équipe moins bien classée. Mais c'est qu'une demi-surprise quand on a le contexte du match. C'est une belle victoire pour Albi. Et tant mieux pour eux pour la suite. Ouais, c'est ça, tant mieux pour la suite, avec un triplé d'Alex Grant qui positionne arrière en début de saison, qui joue maintenant en demi et qui leur fait beaucoup de bien. Et aussi, le milieu d'Albi coïncide avec quelqu'un qu'on connaît bien à 13 mondial, William Ousti, qui revient en forme et qui fait beaucoup de différence. Villeneuve qui bat Lézignan 30-14 dans le Jean-Jacques Kiko. Ouais, je l'avais préparé, celle-là n'était pas très spontanée peut-être. Qui les bat 30-14. Villeneuve, victoire importante. Pareil, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil que sur le match d'avant. Voilà, il n'y avait pas les mêmes enjeux. Villeneuve se devait de gagner à la maison pour la qualif. Les Ignans, ils sont assurés du top 4. C'est un petit peu plus en roue libre, même si malheureusement, il y a quand même le top 2 qui a joué. Enfin, malheureusement. Oui, il y a quand même le top 2 qui va se jouer, donc pour les Ignans, il y avait quand même un petit enjeu. Après, voilà, Villeneuve, ils jouaient pour leur survie, un petit peu comme Albi, ils étaient à domicile, il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils ont gagné, tant mieux pour eux. Maintenant, voilà, je pense que c'est juste un petit accident de parcours pour les Ignans, et ça devrait se remettre dans l'ordre dès la semaine prochaine, à mon avis. Ouais. Et puis Avignon qui avait joué en premier samedi quand même, qui avait gagné, qui s'est dit je reviens à quelques points de Albi et Villeneuve, et malheureusement en regardant les matchs de 19h, Avignon a compris que ça allait être vraiment compliqué cette fin de saison pour la qualif. Allez, dernier match, Limoux hier qui a battu Palo 30-14, Palo qui menait 14-12 à la 30e. Limoux qui a un peu la marche en avant, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, moi je vois une belle fin de saison de Limoux. Allez, je le dis, je vois une belle fin de saison de Limoux en tout cas. Je vais vous demander un petit pronostic, messieurs. D'abord, le premier pronostic, c'est pour vous le top 2 de cet Elite 1 à la fin de la phase régulière. Idriss d'abord. Alors, je mettrai donc Carcassonne en 1 et en 2, je mettrai les Ignans. Ok. Jérôme? Ouais, moi aussi, je mettrais Carca en 1 et les Ignans en 2, même si mon cœur préférerait les Ignans en 1 et Limoux en 2. Ouais. Moi, je mets Carca en 1, je pense, effectivement. Et je mets Limoux et les Ignans ex aequo qui se départagent la différence de points. Comme ça, je ne me fais pas d'ennemis des deux côtés. Impeccable. On m'appelle la Suisse. T'es comme la Suisse, t'es neutre. Ah, c'est ça, je suis neutre. Et Saint-Estève, ouais, je l'ai un petit peu moins fort, mais ils seront quand même revanchards, Saint-Estève. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, donc je pense que Saint-Estève sera revanchard dans cette fin de saison. Donc nous les entourons pas trop vite, malgré tout. Saint-Estève, je les vois bien 3. Je les vois. Par contre, pour le titre, comme Jérôme, je pense que ça manque un petit peu d'expérience. Par contre, pour la coupe, je les vois bien la conserver. Ah ouais, tu peux bien. Ouais, oui, possible. Je les vois bien conserver la coupe. C'est une équipe de coupe. Là, il y a moins ce paramètre d'expérience qui rentre en ligne de compte, vu qu'il y a certaines équipes plus expérimentées qui ont sauté avant. Donc, je les vois bien conserver la coupe. Par contre, Saint-Estève, c'est dans leur corde. Mais pour le championnat, c'est encore un peu tendre. Et je précise que le week-end du 18 et 19 mai, il y a un beau Limoux-Lézignan qui se prépare. Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Ouais, ça va être important pour la course. Et que le week-end d'avant, Limoux va à Carcassonne. Là. Le week-end du 11 et 12 mai, pardon. Limoux va à Carcassonne, donc en fait, Limoux n'a pas forcément un bon tableau. Ils finissent à Toulouse. Pas simple pour Limoux cette fin de saison. Allez, l'élite 1, c'est sur 13 mondial toutes les semaines. Il n'y en a pas cette semaine, parce que comme je l'ai dit, c'est la coupe. Par contre, il y a un peu de match d'élite 2. Alors, je crois qu'il n'y a pas toute la journée. Jérôme, c'est ça, il y a quelques matchs qui se jouent ce week-end, mais pas tous. Sur la dernière journée, c'est ça ?
Il devait y avoir 2 matchs. Il devait y avoir Bao contre Ferrals et Entraigues contre Pial, donc pour favoriser les 2 finalistes du challenge hier. Et apparemment, d'après ce que nous ont dit les dirigeants de Bao hier, Ferrals a refusé de jouer ce week-end, donc ils joueront 4 jours avant leur finale de Coupe Elière. Donc apparemment, ce week-end, il ne devrait y avoir qu'Entraigues-Pial. Ok. Bon, Entraigues Païka, donc à suivre en tout cas. Allez, on passe au Dragon. Alors, les Dragons, on n'a pas vu le match malheureusement, mais on a pu voir un long résumé qui a été mis en ligne. On a aussi vu un peu ce qui a été dit. Alors les Dragons, c'est comme depuis ce début de saison, ils nous ont fait vraiment plaisir ce week-end de Pâques. Et là, alors. Il y a plusieurs lectures de ce match, je vais vous demander un peu votre avis, mais moi, la lecture que j'en fais, c'est que certes, c'est le premier, c'est Sainte-Hélène, mais il manquait la moitié de l'équipe, grosso modo, 7 joueurs titulaires qui n'étaient pas alignés, 7 joueurs titulaires, pas alignés, d'une équipe qui est donc bien remaniée, avec en plus des joueurs comme Roby, Lomax, Kout, qui manquaient, et les Dragons qui prennent une valise, 54, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on ne sait plus trop quoi penser avec ces Dragons, c'est un peu agaçant par moment, parce que je pense qu'il y avait de quoi mieux faire, Idriss, face à cette équipe de Sainte-Hélène en tout cas. Oui, face à cette équipe de Sainte-Hélène, en tout cas, surtout quand on voit comment ça s'est passé au match aller, alors que Sainte-Hélène c'était au complet, je pense qu'en manquant 7 titulaires, il y avait possibilité de mieux faire. Maintenant, on l'a déjà dit précédemment, je pense que ça se joue beaucoup dans les têtes. Du côté des Dragons, c'est une équipe qui, à mon avis, a tendance à lâcher dès que le match ne se déroule pas comme ils ont prévu que ça se déroule et qu'ensuite, voilà, en face, ça devient opération porte ouverte. Il y a eu beaucoup de plaquages manqués aussi en défense. Baptiste Smith, elle est tout seul, il en a raté 12. Ouais. Donc voilà, une défense qui démissionne et ensuite mentalement une équipe qui suit pas, ça donne des résultats comme ça. Donc c'est frustrant pour cette équipe parce qu'elle peut faire beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, c'est un peu frustrant. Toi, Jérôme, quelle lecture tu fais de cette nouvelle déconvenue et de ce début de saison des Dragons? Je fais un peu la même qu'Idriss. Moi, je pense que dans cette équipe, ils sont sur courant alternatif. Si le match se déroule bien, ils vont mettre un cœur énorme, comme contre Sainte-Hélène, comme contre Hull, même s'il y a eu la défaite, contre Castelford. Et dès qu'il y a 10, 12, 14 points d'écart, ils plongent. Je pense que franchement, c'est mental parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils ont pour moi un des meilleurs effectifs de la Super League. Mais ils le montrent pas dès que le match devient dur. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que c'est souvent contre des équipes diminuées. Ils en ont pris 40 à Wigan avec une équipe quasi de 19 de la saison passée. Et là, ils en prennent 50 à Sainte-Hélène avec 7 titulaires en moins. Donc, je pense que c'est un problème mental avant tout. Ouais, c'est ça. Je pense que le problème est mental. Alors après, c'est vrai que c'est frustrant. Comme tu l'as dit, beaucoup de plaquages manqués. Je ne sais plus le chiffre total. Les Dragons l'ont remis dans les stats, mais c'est vrai que c'est énorme. Il y en a plus de 60, 62 ou 63, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et ouais, ce qu'on peut noter, c'est bon, on ne va pas accabler Mathis Smith, c'est un match de reprise, mais c'est vrai que 15 plaquages réussis pour 12 manqués. En gros, ça veut dire qu'une fois sur deux, Saint-Hélène, quand ils attaquaient la ligne vers Mathis Smith, ça passait, quoi. C'est vrai que c'est compliqué pour ensuite gagner des matchs. Mais bon, il n'y a pas que lui qui a manqué des plaquages, bien au contraire. Je crois que Bryden Williamé aussi, même s'il met 2 essais, je crois qu'il a raté plus de plaquages qu'il en a réussi ou équivalent. Il n'a pas fait beaucoup, mais il en a raté aussi pas mal. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est frustrant, ces Dragons catalans. Alors, on espère encore une fois que dans les matchs importants, ils seront là. Il y a la coupe qui va se profiler là, bon, avec un tirage plutôt clément. Mais avant la coupe, il y a Hull. Et une revanche à aller prendre à Hull, parce que Hull est venu gagner à Brutus, donc espérons que ça fera sans Kenny Edwards et David Mead, les deux qui ont subi un protocole hier, même s'ils vont bien, protocole c'est 7 jours, donc pas possible de jouer vendredi à Hull, donc on les retrouvera sûrement pour la coupe. Un mot sur le Théo, alors on avait Jérémy qui nous a fait vivre un super live depuis le stade, qui nous a un peu raconté ce match, donc le Théo, voilà, pas parfait, mais un Théo accrocheur, au contraire des Dragons, qui n'a rien lâché, même quand ça a un peu mal goupillé en première mi-temps, qui est revenu, quelques individualités. Une équipe intéressante, cette équipe du Théo. Et malgré tout, on a l'impression qu'il y a aussi des joueurs qui s'affirment, Idriss. Anthony Marion, qui dans un rôle un peu plus hybride, pas tout le temps talon, des fois 9, des fois 13. Voilà, qui s'affirme.
La recrue Parata qui fait des choses intéressantes. Devant aussi, Evans, Vai, Bretterton qui était déjà là. Et voilà, on a l'impression qu'il y a des joueurs en plus de ceux qu'on savait qui s'affirment. Oui, il y a un recrutement qui a été plutôt bon, hein. Toutes les recrues qui sont arrivées, Vai, Parata, etc., ils ont apporté quelque chose. Marion, il est en train d'exploser dans ce rôle un petit peu hybride et c'est très intéressant pour le Théo et pour l'équipe de France de le voir à un Ouais, tel niveau de performance. ouais, C'est d'accord. très bien. Après, pour le Théo, en face, avec quand même une solide équipe de York qui a très bien commencé la saison et qui sont pas venus à Toulouse pour faire du tourisme, hein. Ils ont opposé une belle résistance d'après ce qui a été dit. Ces matchs-là, on les gagne pas toujours. L'essentiel, c'est de les gagner. Et là, le résultat, il est secondaire. Quand ça devient serré comme ça, ils ont fini par gagner. Donc, tant mieux. Maintenant, voilà, c'est positif pour la suite et en espérant qu'ils continuent sur ce chemin-là. Jérôme, tu les vois comment le Théo par rapport à Toronto cette année et par rapport à l'année dernière, ce que tu avais pu en voir? Est-ce que tu as l'impression que l'équipe est meilleure? Oui, je pense que l'équipe est meilleure. Comme dit Idriss, les recrues sont présentes. Et certains joueurs qui étaient là la saison passée, qui ont progressé, qui ont franchi un palier. Je pense surtout que cette équipe progresse tout comme Sylvain. Je pense que Sylvain Moulès est un très bon entraîneur. On n'en parle pas souvent. On parle souvent des coachs étrangers et compagnie, mais je pense qu'il est arrivé à faire grandir cette équipe et que je pense que si Toulouse a le succès qu'il a actuellement, c'est en grande partie grâce à lui. Ouais. Oui, clairement. Ouais, je pense aussi que Sylvain Wallace fait beaucoup de bien. Il a notamment évoqué un changement de défense en début de saison. Il écoute beaucoup. Il avait la chance de pouvoir échanger avec Trent Robinson aussi des Roosters. Voilà, c'est Ouais. des choses que je pense qui forcément apportent et marquent et forment un entraîneur dans, dans, voilà, dans son développement lui et par rapport à son équipe évidemment. Donc voilà, le Théo a gagné. En plus, on note que Sheffield a perdu, ce qui est plutôt une bonne chose pour le Théo contre Halifax, l'équipe de Kevin Laroyer, qui l'emporte. Ça va mieux pour Halifax. Je crois que le coach avait sauté, hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le coach a sauté, Idriss, il y a quelques jours. Et du coup, victoire. On vérifiera, mais je crois qu'il a sauté. Oui, il me semble que c'est prévu qu'il sorte en fin de saison, enfin Ah ouais? qu'il avait prévenu qu'ils n'allaient pas le prolonger et qu'il a dit que si vous ne me prolongez pas, bah, autant que je parte tout de suite. C'était une histoire un peu comme ça, je crois, mais oui, à revérifier. Ouais, il me semble qu'il est plus là. Et en tout cas, ils ont gagné contre Sheffield, qui était quand même une belle équipe, qui a fait un bon début de saison et qui a mis une bonne volée au Théo il y a 10 jours. Donc voilà. Toronto a gagné pour son premier match au Canada. On reviendra tout à l'heure dans notre débat parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé du côté de Toronto. Voilà, je pense que Théo est deuxième derrière Toronto, toujours à 4 points. Mais le Théo est bien installé et espérons que le Théo arrive à garder cette deuxième place au plus longtemps possible, ce qui pourrait leur permettre de jouer la montée évidemment face à Toronto. Allez, on va parler un peu de NRL, Idriss. C'était déjà la 7e journée. Est-ce que tu peux un peu nous faire 3 tops et 3 flops de cette 7e journée de NRL? Alors, c'est parti, hein. Donc, on va commencer par les tops, comme d'habitude. Alors, en premier top, j'ai mis la ligne de trois quarts des Tigers, des West Tigers. Donc, tous les joueurs de la ligne qui ont été excellents. On commençait par l'arrière, Moses Mbaye qui a fait un match hors norme. Il a régalé ses coéquipiers, il a régalé les gens au stade. Ensuite, la paire de centre, hein, doublé de Robert Jennings qui met 2 essais et Zan Masters qui met 10 points. En plus de ça, donc les ailiers, il y a Maifonua qui en met 3 et Corey Thompson qui fait un match très sérieux en défense et en attaque. Donc on a vu une ligne de trois quarts des Tigers flamboyante et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à gagner le match. Ensuite, en deuxième top, donc j'ai mis un illustre inconnu qui, je pense, ne restera pas inconnu longtemps, c'est Corey Waddell Ouais. qui joue donc à Manly. Il est rentré en cours de match face à Canberra, il a tout cassé à son entrée, il a donné une passe décisive, il a fait 36 plaquages et il s'est engagé. Il a eu un engagement de tous les instants. Je pense qu'on entendra parler de lui bientôt. Ouais. Et un troisième top, donc c'est un top qui me fait particulièrement plaisir. C'est le second ligne des Bulldogs, Corey Arawaira Naira. Pardon si j'ai écorché ton nom. On te pardonne. Donc, il a fait un très, très, très gros match, hein. Il a fini en même temps meilleur marqueur d'essai et meilleur plaqueur du match. Il a eu des courses toujours très tranchantes et toujours dans la bonne direction. Et il s'est bien impliqué en défense. Honnêtement, ça pourrait devenir un des leaders de l'équipe s'il continue à maintenir ce niveau-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, moi, dans les tops, je vais rajouter Newcastle et surtout le duo neuf. Comment il s'appelle? J'ai mangé le Lévy. talon. Lévy. Le duo Lévy-Pierce, aussi Ponga dans une moindre mesure. Je trouve un peu moins sollicité que les autres matchs, mais il a été intéressant. Il a marqué un essai. Mais Lévy-Pierce,
Pierce, 30 ans, un peu moyen depuis le début de saison, qui a retrouvé des cannes, qui met un super essai et qui fait jouer ses coéquipiers face à une équipe des Hells. Alors, l'équipe des Hells qu'on avait mis tout en haut de l'Olympe après la victoire face aux West Tigers. J'en avais beaucoup discuté de ce match, notamment tous les deux, Idriss, et d'ailleurs avec d'autres personnes. J'avais Oui. dit, c'est surtout les West Tigers qui avaient été nullissimes plutôt que les Hells très très bons. Et ça s'est un peu confirmé cette semaine. Parce que les Hells, ça n'a pas été foufou face à Newcastle. Voilà mes tops. Je mettrai aussi les Roosters parce que les Roosters, c'est même quand ça va pas forcément très bien, ils arrivent toujours. C'est une équipe qui est pleine de ressources et qui peut marquer de différentes manières. Là, c'est le pilier qui a fait la différence cette semaine. Je vais pas me tenter de prononcer son nom. Tokeyao. Voilà, Tokiyao, très bien, merci de l'avoir fait. J'ai trouvé très bon et qui a fait la différence alors que 272 mètres gagnés quand même. Hein. En gros, dès qu'il prenait le ballon, on l'arrêtait plus. Hein. je crois que Jérôme me disait c'est ce qu'il faisait à tous les matchs quand il jouait encore. 260 mètres gagnés à peu près. À peu près. Ouais, c'était tes standards, Jérôme. Ouais, ça tournait entre ça et 300. Ouais. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que j'avais lu. Ouais, donc ouais, je mettrais ça en tête. Toi aussi, forcément, tu suis la NRL, Jérôme. Qu'est-ce que en début de saison, ce que tu as vu, ce que tu as pu voir, les tops, ce qui t'a un peu marqué? Bah, moi, je suis la NRL, oui, mais un peu moins qu'avant, puisque les matchs sont pendant mes heures de travail. Mais moi, je suis un peu chauvin sur la NRL parce que depuis tout petit, je suis fan des Rabbitohs. Ouais. Donc voilà, je suis un peu. L'émission avait pourtant si bien commencé. Voilà, ouais, mais ça, c'est. Souvent, on me le dit, mais c'est comme ça, j'assume complètement mon choix. Non, mais sinon, c'est vrai que, bon, on voit qu'il y a 3 équipes qui dominent ce début de championnat. On peut rajouter une 4e avec Canberra qui même malgré leur défaite de ce week-end, sont bien en place. Mais bon, en NRL, c'est un autre monde, quoi. On sait que le dernier peut battre le premier, c'est des matchs fantastiques. Mais bon, je pense que pour un supporter des Rabbitohs, c'est difficile à dire, mais je pense que les Roosters sont quand même au-dessus de tout le monde. Alors, je partage un peu ton avis de dire que les Roosters, peut-être que c'est pas l'équipe qui a forcément, je trouve, la plus impressionnante tout le temps, mais c'est l'équipe qui arrive toujours à gagner, qui se débrouille pour gagner et être très efficace. Et je pense que, alors, toi, tu es supporter des Rabbitohs, on pourra en parler rapidement, mais je pense que cette année, ce qui va manquer aux Rabbitohs, c'est un peu les lignes de derrière, avec le départ d'Inglis, pas remplacé forcément. Un arrière, bon, voilà, moyennasse. Il y a le Burns qui s'est aussi pété au centre. Je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, devant, il y a des joueurs fantastiques. Cameron Murray, quel joueur. Voilà, je vais te dire. Forcément. Je pense que on va le mettre dans les tops dans pas longtemps aussi, parce qu'il a 21 ans, mais il a un travail de fou. Ah, c'est Cameron Murray. On l'a déjà mis plusieurs fois dans les tops. Hein, mais Cameron Murray, oui, il est énorme. Il a presque un physique du serveur, le serveur que tu vois au bar le soir, là, ou le balayeur, le mec, n'importe quoi, ce que tu veux. Comme ça, tu le croises dans la rue, tu dis, bon, machin, quand il est sur un terrain, le mec. Il a pas 35-40 plaquages par match. N'importe qui, le type peut peser 30 kilos de plus que lui, il va le mettre au sol. Il est surtout, que ce soit en défense ou en attaque, il est toujours exactement là où il faut. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment là où tu peux, où c'est hyper important voilà, parce que bon, il a pas le physique, machin et tout, c'est une chose, mais il compense par un placement qui est assez énorme. Et voilà, je pense que la ligne arrière des Rabbitohs va être un peu. Va être un peu légère, ouais. Oui. Ouais. On le sait, la ligne arrière, il y a déjà Alex Johnston à l'arrière, qui pour moi n'est pas un arrière, hein, c'est un ailier qui sait jouer arrière. C'est deux choses différentes. Il est bon, mais voilà, à l'arrière, il n'est pas au niveau d'un Tedesco ou d'un Tom Trbojevic quand il n'est pas blessé. Il apporte pas les mêmes choses. Après, au centre, ils ont Den Gagai qui est bon, mais que quand il joue les State of Origin avec les Rabbitohs, il est un peu moins. Et puis surtout, Greg Inglis. Bon, on remplace pas facilement Greg Inglis, hein, mais il y a des pistes. Je pense qu'elle va peser lourd. Il y a des pistes, hein, on l'a vu là. Roberts, je pense que la plus probable, c'est Roberts. Roberts, c'est la plus probable, la moins chère et la plus proche de Wayne Bennett, on va dire. C'est ça. Après, il y a aussi Latrell Mitchell qui est évoqué. Ouais, Latrell Mitchell, là, je pense qu'il peut plus sortir dans Sydney si jamais il passe des. Ah oui, non, va falloir qu'il déménage. Oui. Ouais, ça va être compliqué quand tu joues pour les Rabbitohs de pas habiter à Sydney, quoi. Ouais, il y en a 2 des Rabbitohs qui ont fait le chemin inverse, donc c'est pas grave. Il y a eu Angus Crichton, oui, récemment, qui a fait le chemin inverse.
C'est ça. C'est ça. Bon, tes flops, Idriss. On y va sur les flops. Les flops. Alors, le premier flop, j'ai mis Penrith. C'est inquiétant. Très, 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 très inquiétant même. C'est nul. Oui, quand on va encore nul, ça va. Ils ont progressé sur ce match-là. Il y a eu notamment Nathan Cleary qui a montré des choses très intéressantes. Mais quand on repense aux ambitions qui étaient là en début de saison, le compte, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout, du tout. Deuxième flop, donc j'ai mis les Cowboys, les North Queensland Cowboys. Pareil, ils n'y arrivent pas, quoi, tout simplement. Perdre face aux Bulldogs, surtout face à ces Bulldogs, ça me fait mal au ventre de le dire, mais voilà, c'est pas rassurant pour la suite. Et en troisième flop, j'ai mis donc Cronulla, qui sont présentés en Brisbane sans aucune inspi et qui sont repartis avec des blessés et une lourde défaite. En bref, la semaine, elle est oubliée. Pour eux, c'était pas leur semaine, on va dire, en espérant que ça aille mieux bientôt. Ouais, c'est ça. Sean Johnson qui a pris 4 semaines. Dugan, je sais pas combien il en a, mais c'est pas top non plus. Alors, moi, je reviendrai juste un truc sur les Cowboys. Alors, évidemment que les Cowboys, c'est pas la joie, mais je pense que cette équipe était formatée pour s'organiser autour de Thomas Lolo. Et malheureusement, je pense que dans n'importe quelle équipe, tu enlèves un joueur de la qualité de Thomas Lolo qui est censé, en plus de ça, t'apporter, parce que forcément, il t'apporte par sa qualité, il t'apporte aussi par son leadership, il t'apporte parce qu'il sait tout faire, ce garçon. Je pense que ça change tout. Honnêtement, je pense que ça change tout. Et normalement, il rejoue ce week-end, a priori, à voir ce que ça va donner. Alors, je pense vraiment que. Alors, ils ne seront pas champions, on est d'accord. Je ne dis pas que les Cowboys sont champions. Mais je pense vraiment que les Cowboys, avec et sans Thomas Lolo, c'est un peu comme Barcelone avec ou sans Messi. Je pense que ça n'a pas la même gueule et que voilà. Et que... Pas trop d'accord, moi. Pas trop d'accord. Vas-y, je te laisse. Dans le sens où, oui, bon, Thomas Lolo, on le remplace pas facilement. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des Thomas Lolo à NRL, il y en a pas 100. Maintenant, même s'il était blessé, il y a le paquet d'avant qui a continué à avancer. Josh McGuire qui a fait 2 matchs à plus de 220 mètres. Il y a encore du répondant devant. D'autres gars comme Jordan McLean ou comme Kevin Cooper, comme Cohen S, ça avance, ça prend les ballons, ça fait de bonnes courses. Moi, je pense que le problème, il est surtout derrière. Michael Morgan, va falloir qu'il passe un palier. On lui a donné un rôle de leader, un salaire de leader, et il ne se comporte pas comme tel en ce moment. Mm. Et il y a aussi le reste de la ligne de 3/4, Kemar Martin, c'est vaillant. Bon, le 1, il est nul. Le 1, il est nul. Oui, c'est vaillant, mais c'est faible. Ben Hampton, c'est tout sauf un ailier. Voilà, le problème, il est surtout dans la ligne de 3/4, je pense. Alors, évidemment, je te le dis, ils ne seront pas champions. Il faut qu'ils virent le 1. On en parlait avec Julien. Temaré Martin, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, nul. Mais il n'est pas bon sur les ballons hauts. Il apporte rien en attaque quasiment, ou très peu. Il défend comme ta fille. Et, sympa pour ma fille. Ouais, sympa pour ta fille. Mais non, ouais, c'est un problème. Mais je pense que quand même, malgré tout, dans une équipe, on verra. Peut-être que s'ils prennent des tôles toutes les semaines, ils sont aussi mauvais avec Thomas Lolo, je dirais que je me suis trompé. Mais je pense que ça va changer beaucoup de choses. On verra. Il faudrait organiser la ligne de 3/4, déjà commencer par là, après on verra ce que ça pourra donner. D'ailleurs, K.O. avait commencé à l'arrière, je ne sais pas pourquoi ils l'ont viré. Oui, il préfère jouer à l'arrière d'ailleurs, lui. Et il le met au centre, alors qu'à l'arrière, il avait plutôt pas mal commencé, c'était pas dégueu ce qu'il avait fait. Oui, c'était pas dégueu du tout. Il a joué arrière en sélection aussi avec la Nouvelle-Zélande, il avait fait de très bons matchs. Ouais. C'est son poste préféré, on l'a recruté pour ça en plus parce qu'ils n'ont pas réussi à faire signer Holmes qui a fait signer en NFL, donc ils l'ont pris pour jouer à l'arrière. J'ai pris Barba quand même. Oui, bon, après Barba, voilà. Il y a quelques soucis. D'ailleurs, il joue au foot, on pense à lui. Il joue au foot, oui. Ma belle, RIP, pense à toi. Allez, on va enchaîner la NRL. Vous pouvez la suivre, 8e journée déjà, qui arrive ce jeudi déjà. Ça va tellement vite en NRL, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a des matchs 4 jours sur 7. La semaine d'avant, ça avait déjà été 5 jours sur 7. On pense à toutes les personnes qui supportent ça, parce que bon, c'est quand même prenant. Allez, la Super League. Alors, voilà, la Super League. Est-ce que la Super League a un tournant? Alors, c'est la question que je vous pose, messieurs. Je vais vous exposer à tous les deux la situation et je vais vous demander votre avis. Pourquoi la Super League sera un tournant? Pas parce que la Super League a accepté les Dragons, enfin la Super League et la RFL d'ailleurs, a accepté les Dragons il y a quelques années, 13-14 ans, le TO, Toronto.
il y a des pourparlers pour Ottawa, New York. On sait qu'il y a peut-être encore même plus loin Belgrade, on pourrait, dans une autre mesure. On sait qu'à un moment donné, Villeneuve aussi, on parlait pour 2021 ou 2022 peut-être en France. Alors, d'un côté, il y a cette émulation qui est créée par de nombreux clubs qui aimeraient postuler à la RFL, à la Super League. Donc, c'est une bonne chose. On voit en plus de ça, pour mettre de l'eau à ce moulin, que les Dragons, c'est 10 000 personnes quasiment tous les matchs à domicile. On voit que le Théo, quand ça va à Ernest Vallon, ça fait des bons scores d'affluence. C'était 6 000, je crois. Si je dis pas de 6 000, bêtises. oui, 6 000 et des brouettes. Ouais, c'est ça. On voit que Toronto, premier match, ils n'ont pas joué de la saison. Premier match à la maison, ils sont plus de 10 000 dans leur stade. Donc, bon, quand on voit que certaines équipes, pour ne pas les citer, Salford et Londres, ont du mal à remplir des stades, c'est quand même intéressant. Mais d'un autre côté, on a le père Elston, patron de la Super League, qui a fait un petit article pour dire on va mettre des quotas, on va mettre des barrières, 2 ou 3 grand maximum en Super League hors Angleterre. Donc du coup, s'il n'y a que 2 ou 3 places pour la Super League et qu'il y a 5 ou 6 équipes ou 7 qui postulent hors Angleterre, ça pose un problème. Donc voilà, pour moi, la Super League est à tournant et je vais vous demander votre avis. Quelle est selon vous la bonne stratégie par rapport aux équipes qui sont déjà rentrées, aux équipes qui peuvent rentrer? Est-ce que vous pensez que la Super League doit continuer à s'ouvrir ou au contraire mettre des barrières? Idriss. Alors, moi, ce que je pense, c'est que déjà, les équipes qui sont déjà là, c'est-à-dire les Dragons, Toronto, le TO, doivent être exemptées de tout ce qui est quota. Déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose. L'expansion, oui, pour moi, elle doit continuer à se faire. Maintenant, contrairement à ce qui a été fait récemment, notamment pour Toronto, je pense qu'il faut, on va dire, un petit peu durcir les conditions d'accès. Par exemple, on fixe des règles dès le début, on vous dit, voilà, vous rentrez, mais il faut que d'ici tant d'années, vous ayez tant de licenciés, tant de catégories de jeunes et tant de sponsors potentiels qui arrivent pour éventuellement assurer la pérennité du club. Si à chaque fois les objectifs sont remplis, on continue. Si les objectifs ne sont pas remplis, on peut réfléchir à des sanctions qui peuvent aller pourquoi pas, jusqu'au retrait de la licence. Parce que pour l'instant, Toronto, c'est bien, c'est beau, il y a du monde, mais ça tient uniquement sur les épaules du propriétaire. Si demain, le propriétaire, il perd son argent ou il perd sa passion, Toronto, on ne sait pas ce qui va devenir du club. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut fixer des critères précis. On vous dit, voilà, on vous accorde une place en Ligue 1, mais il faut que d'ici, par exemple, 5 ans, vous ayez tant de jeunes et tant d'euros de sponsoring qui rentrent. Si ça rentre, écoutez, tant mieux, vous restez avec nous. Si ça rentre pas, vous cédez la place. Jérôme, ton avis sur ça? Moi, je suis un peu d'accord sur le fait qu'il faut continuer à s'ouvrir sur les pays autres que l'Angleterre. Après, oui, c'est sûr que si on fait monter des clubs comme Toronto, New York ou Ottawa, on ne sait pas trop ce qu'ils ont derrière eux. Je suis d'accord avec le raisonnement d'Idriss. Moi, je suis pour que les clubs qui montent aient une structure derrière pour pérenniser le club exactement, parce que c'est vrai que même dans tous les championnats, on le voit en élite, même en élite 2, nous on a des clubs, si demain le président il arrête, il n'y a pas d'équipe, ils n'ont pas de juniors, ils n'ont pas de cadets, et c'est pas bon pour le championnat maintenant. Je pense que ce serait bien, oui, effectivement, d'avoir une équipe comme Belgrade qui incorpore la Championship et une équipe comme New York, ça pourrait que nous faire une fenêtre plus grande de notre sport, et ce serait que mieux. Ouais. Je vais aussi donner mon avis. Effectivement, je pense que l'expansion peut être intéressante, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que un peu l'ami Elston, l'ami Rimmer de la RFL et tous ces gens-là se mettent un peu autour de la table et aujourd'hui mettre des vraies règles. Parce que d'un côté, si on veut continuer à ouvrir la porte, il faut évidemment mettre des critères importants, mais on ne peut pas aussi dire aujourd'hui, allez, venez. Et puis finalement dans 3 ans leur dire mais finalement il n'y a plus que 2 places hors Angleterre ou une place même hors Angleterre ou 2, enfin on ne peut pas dire ça. Je pense qu'il faut arriver à, alors il y a une évolution qui est possible, mais alors si on met des quotas qui soient définis clairement avant que les équipes s'engagent, parce que vous avez parlé du fait et c'est vrai que les équipes peuvent faire faux bon. Toronto, tu as dit Idriss, exactement. Mais d'un autre côté aussi, à ces équipes-là et ces présidents-là et ces clubs-là qui mettent beaucoup d'argent, on peut aussi un peu leur fermer les portes. Au bout de 2 ans, on a vu qu'il y a eu des discussions par rapport à Toronto en Super League l'année dernière. Ça va peut-être revenir à cause du décalage, etc. Et tout. Je pense qu'il faudrait que dans les 2 sens, les choses soient bien définies. Pas que du côté des engagements des clubs. La RFL et la Super League, pour moi aussi, doivent s'engager
vis-à-vis des gens parce que c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Le mec de Oui. Toronto, je sais pas combien il a mis, mais il a mis une tonne. Si on lui dit finalement, monsieur, non, la Super League, c'est pas possible parce que là, Toulouse monte cette année et qu'ensuite en 2020, on lui dit qu'il monte, mais on lui dit non, monsieur, il y a déjà 2 équipes, vous restez en Championship, c'est aussi pas cohérent. Donc voilà, je pense que ça doit être fait je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les règles doivent être fixées clairement, mais des deux côtés. Oui, ça permettra surtout aux propriétaires de réfléchir avant de s'engager, hein, parce que moi, personnellement, demain, j'investis des millions comme l'a fait le propriétaire de Toronto et tu me fermes la porte au nez alors que au début, c'était pas censé se passer comme ça. Je pense que je l'aurais mauvaise. Faut fixer des règles dès le début avant d'accorder des licences à qui que ce soit. Après, si les propriétaires veulent s'engager, ils s'engagent. S'ils veulent pas, ben, ils s'engagent pas. Mais il faut être clair dès le début et fixer un règlement le plus précis possible avant d'ouvrir les portes à qui que ce soit. Ouais. Ouais. Jérôme, je pense que tu es d'accord avec ça Oui, aussi. tout à fait, oui, tout à fait, ouais. De toute façon, en plus, après, moi je pense qu'on pourrait même rajouter une équipe, voire deux en Super League, parce qu'on est 12 là, on fait combien? 7 extra games? Ouais, c'est ça. Donc, je sais Exactement. pas, au moins, si on rajoute une équipe, ça fait une journée off pour. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs solutions plutôt que de parler de quota ou quoi. Moi, je pense franchement qu'il faudrait justement l'ouvrir sur l'Amérique, encore sur le Canada ou sur la Serbie. Bon, c'est moins médiatique, hein. Mais je pense que ça ferait du bien à notre sport parce que aujourd'hui, on a du mal quand même à survivre par rapport à tous les autres sports professionnels, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et juste pour finir, on a vu en plus que ça, les États-Unis, chez nos cousins quinzistes, Mathieu Bastaro, qui est quand même joueur du 15 de France international, va jouer à New York. Donc voilà, une belle vitrine pour le rugby en ayant ce joueur qui va jouer à New York. Donc c'est vrai que ça pourrait être aussi dans le futur le meilleur joueur français qui va jouer à New York, etc. Ça peut être bien pour le rugby à 13 français et l'exposition aux États-Unis, comme va l'être Mathieu Bastaro. Là. Allez, Jérôme, on est parti pour l'interview. Première question, Jérôme, est-ce que tu peux, toi, nous faire un peu ton pédigré par où tu es passé en tant que joueur et maintenant, après, en tant qu'entraîneur par rapport au rugby à 13? Ouais, j'ai été formé à l'école de rugby de Lézignan, où j'ai évolué jusqu'en espoir. J'ai fait 2 ans d'espoir où j'ai été 2 fois champion de France. J'ai fait une saison en élite 2 saisons en élite en tant que junior 1 et junior 2. Ensuite, je suis parti à Limoux pendant 4 saisons où j'ai gagné une Coupe de France et une finale perdue. Après, j'ai fait une pige en réserve à l'époque. Il y avait championnat de réserve à Leeds et une pige à Sheffield. Et après, je suis rentré en France et j'ai passé 10 ans à Carpentras. Ouais. J'ai fini ma carrière entraîneur-joueur pendant 2 saisons à Entrega. Et avant de revenir cette saison entraîner Carpentras. Ok. Allez, on va parler de cette saison. Alors, il reste 2 journées à jouer, des phases finales. Alors, quel premier bilan, toi, tu ferais de ta saison, de la saison de ton groupe? Quel premier bilan tu as envie de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le bilan, il est plus que positif, puisque au classement, on est troisième, on a quatrième, pardon, troisième ex-aequo avec Pia. Sur le terrain, on n'a perdu que 3 matchs, même si on en compte 5 avec les défaites sur tapis vert. Je pense qu'en n'ayant perdu que 3 matchs dans la saison, et de là où on est parti, je pense que c'est bien, parce qu'on a perdu quand même qu'à Villegayen, à Bao et à Lyon. Bon, si en début de saison on m'avait dit ça, j'aurais signé dès demain. Ouais. Donc, c'est un bon bilan. Qu'est-ce qui, cette année, selon toi, fait la force de ton groupe? Parce que tu l'as dit, tu as un groupe qui n'est pas forcément pléthorique par rapport à d'autres équipes. Donc, qu'est-ce qui fait la force de ton groupe? Je pense que ce qui fait la force, c'est qu'il ne lâche rien. J'ai 20 bonhommes, puisqu'on n'est pas plus, hein, mais j'ai 20 bonhommes qui ont un cœur énorme et dès qu'ils rentrent sur le terrain, ils se transcendent pour ce maillot parce que, à part Anas qui est de Salon et les 3 Serbes, dont 3 Serbes qui sont quand même un peu carpentraciens aussi, parce que ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là. Après, c'est que des jeunes du cru. Donc, ils ont une énorme fierté à défendre ce maillot et tous les dimanches, je pense que c'est ce qui fait notre force. Donc ça et la cohésion qu'on est arrivé à trouver avec Gaël pour faire jouer les plus jeunes avec les anciens, je pense que c'est la force de Carpentras cette année. Ouais. Idriss, une petite question pour Jérôme. Alors oui, on parlait d'expansion tout à l'heure. Carpentras Super League, c'est pour quand?
Alors, écoute, je sais pas. Non, Carpentras en Super League, ce sera, je pense, pas possible. Par contre, nous, notre objectif, c'est de monter en Elite 1 dans les 3 ans à venir. Donc, on travaille au club pour ça. Déjà, on travaille au niveau de la structuration du club, au niveau des jeunes et au niveau sponsoring pour pouvoir monter le plus rapidement possible. Mm. Justement, si Carpentras est champion cette année, est-ce que Carpentras monte en Elite 1? Alors oui, si on est champion, on montera. Si vous êtes champion, vous monterez en Elite 1. Ouais, Donc, uniquement si on est champion. Ouais, c'est logique, mais si vous êtes champion, on peut noter qu'Arpentras montera en Elite 1. Tu as parlé des jeunes, des anciens. On a lancé aujourd'hui l'élection du meilleur espoir, meilleur joueur, pardon. Je suis espoir parce que c'est son âge qui me fait dire ça. Hugo Bravo, tout juste 18 ans. Il a commencé la saison, il avait 17 ans. Si tu peux nous parler un peu de ce joueur, son jeu, jusqu'où il peut aller? Hugo peut aller très 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 haut. C'est un génie de ce sport. Il sait tout faire. Je pense que son plus gros défaut, son très gros défaut, c'est qu'il est jeune et qu'il est impulsif et il pète trop vite les plombs. Mais sinon, rugbystiquement, il pue le rugby, quoi. Il est bon au pied, il a une vision du jeu hors norme, il a une passe exceptionnelle. Et après, le problème, voilà, c'est que mentalement, il peut plonger aussi vite que ce qu'il est monté. Mais je pense qu'Hugo, c'est vraiment un joueur qui a le potentiel d'aller très très haut. Alors, je ne dirais pas qu'il jouera en Super League, mais il peut jouer en élite dans de bons clubs s'il continue à progresser. Surtout, ce qu'il faut qu'il arrive à faire, c'est canaliser toute son énergie sur le jeu et pas se laisser déconcentrer par le public ou les adversaires qui le connaissent et qui le cherchent tout le match. Ouais. On a parlé de cette saison et du premier bilan, mais là, aujourd'hui, il reste 2 journées. Quel résultat sur cette fin de saison te ferait dire que la saison est réussie cette année? Bah, écoute, moi, comme je te dis, on est compétitif, on est compétiteur, pardon, et l'appétit vient en mangeant. Donc là, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est être le 23 juin à Pia et aller chercher ce bout de bois. C'est l'objectif que nous, on s'est donné avec Gaël, c'est l'objectif qu'on a donné aux joueurs. C'est un groupe qui n'a quasiment aucun joueur n'a connu l'élite, donc l'élite 1, pardon. Donc c'est comme on leur a dit, c'est à eux d'aller la chercher. Et voilà, ils savent que si on est champion, on montera. Bon, ils savent aussi qu'il y a certains joueurs qui ne resteront pas si on monte en élite 1 parce qu'ils ou ils veulent pas ou qu'ils seront juste au niveau rugbystique. Mais nous, on veut monter, et pour monter, il faut être champion. Donc, moi, la saison sera réussie, vraiment réussie, si le 23 juin, on est vainqueur de la finale. Ouais. Et l'année prochaine, tu seras toujours entraîneur de Carpentras, que tu montes ou que tu montes pas? Oui, la saison prochaine, on sera toujours là avec Gaël. Nous, on s'est donné un projet de 3 ans. Donc, oui, si l'an prochain, on est en Elite 2, on sera là. Si on est en Elite 1, on sera encore là. Après, je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine, si les dirigeants souhaitent nous conserver ou pas. Mais pour le moment, on est parti sur un projet de 3 ans et on va tout faire pour mener à bien ce projet. Ouais. Justement, comment ça se passe avec Gaël? Comment vous répartissez un peu le travail entre vous deux? Ben, c'est simple, hein. Gaël travaille beaucoup plus sur ce qui est physique et défense. Moi, je suis plus là pour le plan de jeu et les 3 quarts. Après, ben, écoute, il faut qu'il y ait dans un duo d'entraîneurs, je pense qu'il faut qu'il y ait un père fouettard et Gaël m'a donné le rôle du père fouettard. Donc, c'est moi qui remets un peu tout le monde à l'heure quand il faut crier et Gaël est plus dans le dialogue avec les joueurs. Ouais. Si je te donnais la possibilité de recruter un joueur d'élite 2 pour un plus à ton effectif, tu prendrais lequel et pourquoi? Alors, sur ce que j'ai vu depuis le début de la saison, moi j'ai quasiment vu toutes les équipes. Sportivement, je pense que le joueur qui m'impressionne le plus, c'est donc j'oublie tout le temps son nom, mais son prénom c'est Djibril, le talonneur Doliac. qui pour moi
hors norme, quoi. En Elite 2, il a une explosivité énorme derrière le tenu, il a un centre de gravité tellement bas qu'on ne peut jamais l'attraper. C'est un gros défenseur, il va à 2000. Je pense que c'est le joueur que j'irai chercher, même si je suis très satisfait de mes talonneurs. Ouais, ok. Bon, pour finir, c'est un peu la tradition, c'est la question à la con ou le choix à la con. Donc, je vais te faire un choix à la con. Parce que j'avais hésité à faire une question à la con avec ton nom de famille, vu qu'Alonso, il y en a beaucoup des connus, mais je me suis dit que ça avait été fait et refait. Donc, du coup, je vais faire un choix à la con. Qu'est-ce que tu préfères, Jérôme, pour 2019? Alors, peut-être que c'est évident. Alors, tu vas peut-être me dire que la réponse est évidente, mais pour moi, elle n'était pas. Tu préfères que Carpentras perde au point en or la finale de Ligue 2, mais perdent au point en or la finale de Ligue 2, ou que les Dragons perdent au point en or la finale de Super League? Ah non, je préfère que Carpentras perde au point en or. Ouais, je préfère quand même que Carpentras, parce que c'est quand même con de perdre au point en or. Ouais, c'est con, mais bon, ça voudra dire quand même que malgré toutes les péripéties qui nous est arrivées dans la saison, on sera arrivé à aller jusqu'au 23 juin. Et je pense que ce sera quand même quelque chose d'énorme pour le club. Et si vous perdez au point en or, tu me promets de pas me dire que c'est la faute de l'arbitre? Non, pas du tout. Non, mais j'en parlais hors antenne avec Idriss. Oui, on en parlait, oui. Je suis surpris du niveau de l'arbitrage cette année en Elite 2, même s'il y a 3 ou 4 arbitres qui m'ont paru pas trop haut niveau. Et voilà, donc j'en parlerai pas. Mais hier, on a perdu à Bao avec un arbitrage excellent de M. Vergne, qui, comme je disais à Idriss, nous refuse un essai à 4 minutes de la fin où il y a 30 à 24. Et à la fin du match, il m'explique pourquoi il refuse l'essai. Il s'en excuse parce qu'il sait au final que l'essai était valable, puisque même des joueurs de Bao le lui ont dit. Mais moi, j'adore les arbitres comme ça, parce qu'ils prennent leurs responsabilités, ils font un arbitrage correct, et à la fin, on peut discuter avec eux. Et je pense que ça peut que faire progresser les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Donc honnêtement, cette saison, moi, je pense que Momo Driza fait du bon boulot avec ses arbitres. Malheureusement, ils ne sont pas tous au même niveau, et ça, c'est comme les joueurs, les entraîneurs, on ne peut pas tous être au même niveau, mais la majorité des matchs, voilà, on a fait 23 ou 24 matchs en comptant les matchs de coupe. Il n'y a que 2 arbitres qui me restent en travers de la gorge. Après les autres, franchement, ils font du bon boulot. Ok. Bon, moi, ce sera le mot de la fin. C'était plus pour chambrer, évidemment, sur autre chose. Allez, merci Idriss, merci Jérôme. On arrive à la fin de cette mission. On a encore une fois bien parlé, quasiment 1 heure. Ça devient une habitude, les 40 minutes ne sont plus respectées. Mais voilà, retrouvez-nous chaque semaine sur 13 mondial. Donc là, je l'ai dit, il y a l'élection du meilleur joueur de Ligue 2 qui a commencé. Il y a 10 nominés. Donc, vous pouvez aller voir Djibril Doliak, Sofiane Bitigri, Maxime Dacosta pour ceux de Bao, Denis Montero et Thomas Limongi de Villegayenc, Hugo Bravo de Carpentras, Guillaume Lelon de Ferral, Scolanier de Lyon, Mathis Samaï de Toulon et enfin Cédric Pacul de Pia, 10 nominés, 10 très bons joueurs. Donc voilà, le résultat sera connu fin juin en même temps que le titre. Et puis voilà, continuez à nous lire. L'élite 1, l'élite 2. Maintenant, il y a aussi plus de divisions nationales parce qu'il y a des nouvelles recrues. On vous en parlera un peu sur le site qui nous ont rejoints et qui font encore plus d'articles. Donc voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci. Ciao.